quartier ne comprennent plus rien, ils ne savent plus où ils habitent. Ils votaient tous socialistes parce qu'ils pensaient que les socialistes les protégeaient, mais quand ils entendent ce qui se dit après les attentats de Charlie Hebdo, ils sont complètement perdus. Et donc, j'ai dit à Abel, écoute Abel, organise une réunion publique dans ton quartier, et moi je viendrai leur parler. Finalement, la réunion n'a pas eu lieu, mais du coup, ça m'a mis en mouvement, et je me suis dit, de quoi vais-je leur parler? Je vais leur parler de la France. Dans les médias, depuis 30 ans, on ne parle plus de la France qu'en mal. On parle de la collaboration, on parle de la colonisation, on ne parle plus de la France avec amour. Et il fallait y revenir, il faut y revenir. Le premier cri, c'est un cri d'amour, l'amour de la France et des Français. Et ça vaut le coup de creuser cette question parce que on trouve en germe, quand on étudie l'histoire, la géographie, l'anthropologie de la France et du peuple français, on trouve en germe finalement les causes et l'explication de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc je vais commencer par là. La géographie, l'anthropologie, l'histoire. Je suis reparti de mon cours de cours moyen 2, de mes souvenirs, de ce que mon instituteur en cours moyen 2 nous enseignait sur la France. Je suis lorrain, j'ai fait mes classes, mon école primaire à Nancy, Villers-les-Nancy, et notre instituteur était un vrai hussard de la République, un patriote qui dans ses cours d'histoire et de géographie nous faisait aimer notre pays. Alors je suis reparti de ça. La France, c'est d'abord un espace géographique. Et c'est un espace géographique presque parfait. Un hexagone aux dimensions presque parfaites, avec des côtés de taille à peu près équivalente. Un hexagone très bien équilibré entre 3 façades maritimes et 3 façades terrestres, dont 2 sont des frontières naturelles. La troisième étant la frontière du nord-est, qui n'est la seule des 6 côtés de l'hexagone à ne pas être une frontière naturelle, et c'est du reste de ce côté que nos ennuis sont venus au cours des derniers siècles. C'est un hexagone qui est situé à l'extrême occident du continent eurasiatique. C'est donc le réceptacle naturel des flux migratoires. Ça a commencé dès le néolithique. Le néolithique n'a pas été endogène chez nous, il a été le fruit d'une migration, à la fois par le sud, par la Méditerranée, la culture rubanée, et par le nord, par l'Allemagne, la culture cardiale. Donc déjà à l'origine du néolithique, notre pays subit 2 influences différentes. C'est un hexagone, donc le disais-je, qui est un réceptacle naturel des flux migratoires. Notre sang est un sang mêlé. Notre sang est un sang impur. La France a subi au cours de son histoire de multiples invasions. Les Vikings, les Hongrois, les Germaniques de toutes sortes, les Arabes par le sud, plein d'invasions. C'est l'histoire de France. Et il est naturel que, en France, le droit du sol soit la règle. Et avec le droit du sol, il y a les ancêtres du sol aussi. C'est symbolique, mais c'est une vérité. Cet espace géographique, qui plus est, recèle une immense diversité, une diversité climatique. Songez que sur cet espace qui représente 500 000 km², 1000 km du nord au sud, 1000 km de l'est à l'ouest, nous sommes sous l'influence de 3 types de climats, le climat océanique, le climat méditerranéen, le climat continental. Ces 3 types de climats forment 5 climats fondamentaux, d'après les ingénieurs de Météo France, avec en plus des zones de recouvrement larges et floues. Quand vous parlez avec un Français de n'importe où, il vous dira que chez lui, il y a un microclimat. En France, il y a 36 000 communes, il y a 36 000 microclimats. Évidemment, ça fait rire tout le monde, mais il y a une réalité. Une grande diversité climatique. Il y a aussi une grande diversité géologique en France. Entre les montagnes anciennes, les montagnes récentes, les plaines, les bassins sédimentaires, une immense diversité géologique, une immense diversité climatique, et du coup une immense biodiversité, une immense diversité des écosystèmes, qui font que
Quand vous survolez la France en avion de chasse, comme j'ai pu le faire pendant de nombreuses années, en basse altitude, c'est-à-dire environ à 200 mètres de hauteur et à 800 km/h, en moyenne, toutes les 5 à 6 minutes, vous changez de paysage complètement. C'est-à-dire que vous changez de relief, de végétation et de type d'habitat. En moyenne, toutes les 5 à 6 minutes à 800 km/h. En moyenne, toutes les 20 à 30 secondes, vous voyez un très beau château. La France est d'une diversité, d'une richesse et d'une beauté à couper le souffle. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, cette diversité géographique, qui est notre écrin, s'accompagne d'une grande diversité anthropologique. Les systèmes familiaux, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis appuyé sur les travaux d'Emmanuel Todd et Hervé Lebras, à travers 2 ouvrages, L'invention de la France et le mystère français, et puis un ouvrage plus théorique d'Emmanuel Todd, L'origine des systèmes familiaux. Un système familial recèle des valeurs. Grosso modo, de quoi s'agit-il? Quand des enfants veulent se mettre en couple de 2 familles différentes, ils créent une famille. Selon que la famille reste sous l'autorité du patriarche ou qu'elle construise son nid à côté, on a affaire à une structure familiale qui est plus ou moins autoritaire ou plus ou moins libérale. Selon que l'héritage, au moment de l'héritage, soit distribué à parts égales entre les enfants ou revienne en totalité à l'un d'eux, on a une structure familiale plutôt égalitaire ou inégalitaire. Donc en croisant, vous avez 4 types de structures familiales fondamentales, avec entre ces structures des structures intermédiaires qui font passer de l'une à l'autre. Vous avez la famille nucléaire qui est égalitaire libérale. C'est la famille du grand bassin parisien français. Le grand bassin parisien qui s'étend jusque dans le Lyonnais, la Franche-Comté, le Nord. La famille, donc elle est nucléaire, la famille nucléaire égalitaire libérale. La famille souche à l'opposé qui est inégalitaire autoritaire, c'est la famille allemande. C'est la famille japonaise. C'est la famille du sud-ouest de la France ou d'Alsace-Moselle. La famille communautaire qui est égalitaire autoritaire, c'est la famille russe, la famille serbe, la famille chinoise, la famille du milieu de l'Italie, la famille du Vietnam, la famille du Limousin. Et enfin la famille nucléaire absolue, selon la dénomination d'Emmanuel Todd, qui est inégalitaire libérale, c'est la famille anglaise et états-unienne. Quand un modèle familial est majoritaire dans un pays, les valeurs qui sont attachées à ce modèle familial, je ne détaille pas la façon dont ça se passe, les familles communautaires, si vous lisez le bouquin, vous verrez, c'est très facile à comprendre. Et quand un modèle familial est dominant dans une société, ces valeurs attachées à ce modèle familial irriguent toute la société, quel que soit le système politique. L'Allemagne, anthropologiquement, est inégalitaire autoritaire. Aujourd'hui, elle est gouvernée par un système politique égalitaire libéral qui lui est imposé. Ben, ça ne se passe pas très bien. Le taux de fécondité est catastrophique en Allemagne. Et c'est lié. Le modèle anglo-saxon, anglais, états-unien, de la famille nucléaire absolue, qui est inégalitaire, libérale, se retrouve dans le modèle économique ultralibéral qui nous est imposé par le monde anglo-saxon. Donc chez eux, ça peut se passer correctement, puisque ça correspond à leurs valeurs. Chez nous, c'est impossible. Sur le long terme, ça ne peut pas durer. Alors qu'en est-il de la France? Eh bien, d'un point de vue des structures familiales, tandis que des pays comme la Russie, l'Allemagne, les grands pays, sont relativement homogènes d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire que les valeurs sont... les structures familiales sont dominantes, en Allemagne ou en Russie ou en Chine. En France, du point de vue de l'anthropologie, la France ne devrait pas exister.
La France est un kaléidoscope anthropologique. Il n'y a pas un peuple français, il y en a 100. Et toute l'histoire de France, c'est ça. Une géographie quasiment parfaite, un écrin parfait, qui invite les gens qui y vivent à se construire un destin commun, à tendre vers l'unité politique, et un peuple, 100 peuples, qui vivent là-dedans et qui sont tentés en permanence par les divisions. L'histoire de France, c'est la lutte entre la nécessité d'une cohésion et la tentation des divisions. Et les mauvaises périodes de notre histoire ont été celles durant lesquelles la division l'a emporté. L'histoire de France, c'est la lutte du centre contre la périphérie. Le grand bassin parisien élargi, qui porte les valeurs d'égalité et de liberté, contre la périphérie, qui porte tout autre type de valeurs. Et finalement, au bout d'un millénaire de guerre civile, de combats, de lutte, de sang, au bout d'un millénaire, c'est le grand bassin parisien qui a gagné, c'est le centre qui a gagné sur la périphérie, et ce sont les valeurs de liberté et d'égalité qui se sont imposées jusqu'à faire partie de notre triptyque républicain. Ce moment où la société française s'est transcendée elle-même, a dépassé ses divisions, a dépassé ses différences, c'est la Révolution française. Au moment de la Révolution française, sous l'angle anthropologique, ce moment-là est ce moment où les 100 peuples français se sont dépassés eux-mêmes à travers des idées universalistes. Pour vivre ensemble, les Français ont besoin de connaître leur diversité, d'accepter leur diversité, et en même temps d'affirmer l'unité de l'homme. La Révolution française, c'est ça, c'est ce moment-là. Alors, après 2 guerres mondiales, dans les instants qui suivirent la seconde, dans les instants de joie et de soulagement qui suivirent la seconde, on nous a fait croire, on nous a raconté une belle histoire, on nous a dit, à nous le peuple français, vous allez vous dépasser encore une fois vers plus d'humanisme, vers plus d'universalisme à l'échelle de l'Europe. On va encore plus loin. On nous a raconté l'histoire que nous avions envie d'entendre en fait. 60 ans plus tard, le constat est là. Désindustrialisation, suicide de paysans, de patrons de PME, d'employés, baisse du niveau salarial, vol de notre industrie de défense. Enfin, le résultat que nous constatons aujourd'hui. Alors d'où ça vient tout ça? C'est le cri de colère. Je ne sais pas si vous connaissez Walter Hallstein. Mais avant de parler de Walter Hallstein, je vais parler de la construction européenne. Rapidement. Pour ce faire, j'ai puisé dans un livre de Gerd Ludenstadt, Europe-Amérique, les relations entre les États-Unis et l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Gerd Ludenstadt est l'actuel président du comité Nobel. C'est quelqu'un qui est un atlantiste fervent, un européiste fervent. Donc, on va prendre chez l'adversaire les arguments, comme ça on est sûr de ne pas être traité de complotiste. Gerd Ludenstadt l'écrit lui-même dans ce livre. La construction européenne est un projet américain, est un projet sous tutelle américaine, et ce dès le début. Je ne vais pas développer, c'est écrit dans son livre, j'en cite quelques passages dans le mien. C'est un projet donc de construction fédéraliste sous tutelle américaine, que le général de Gaulle évidemment rejetait, voulait rejeter, et il ne pouvait pas quitter la CE à l'époque, puisqu'il avait dans sa majorité des centristes fédéralistes, donc il était coincé. C'est un projet sous tutelle américaine, mais c'est un projet dont les fondements idéologiques puisent cette fois-ci dans des cloaques nauséabonds. Je veux parler du régime nazi. Walter Hallstein a été le premier président de la Commission européenne, mais avant cela, il a eu une carrière sous le Troisième Reich. Il a fait ses études de droit,
Puis après ses études de droit, il a été invité une année au Karl Wilhelm Institute de Berlin, qui est un institut contrôlé et financé par le cartel IG Farben, le cartel de la pharmacie et de la chimie, qui comprenait trois sociétés, la société BASF, Bayer et Wörth. En 1936, il est nommé doyen de la faculté de droit et d'économie de Rostock. Et après la rencontre de Mussolini et d'Hitler en février 1938, il est envoyé par Hitler avec quelques camarades juristes à Rome pour 3-4 jours afin de travailler avec ses camarades fascistes au droit d'une future Europe, la Neue Europa. Et le 23 janvier 1939, à Rostock, Walter Hallstein prononce un discours intitulé « Le discours de la conquête », évidemment sous le patronage des autorités nazies, discours dans lequel, en novlangue parfaite et sous un angle juridique, il explique que le Troisième Reich et ses camarades italiens vont conquérir l'Europe. En novlangue et sous l'angle du droit. Et voici en particulier les thèses qu'il défend. Il faisait partie d'une association appelée les protecteurs de la loi. Voici ce qu'il dit dans ce discours. La caractéristique la plus remarquable de l'état du droit d'aujourd'hui sera éternellement la politique totale de la loi. Ceci signifie une révolution d'une taille et d'une profondeur sans précédent des systèmes juridiques archaïques, comprendre les systèmes des pays démocratiques qui seront annexés, qui seront conquis, et ce jusque dans leur moindre recoin. Plus loin, selon une loi de la nature qui est innée dans la profession du protecteur de la loi, ce dernier doit finalement être l'architecte responsable de la loi, il décide de tout donc. La création de la loi nouvelle est seulement la tâche des législateurs et le rôle du juge se limite à l'intégration, le fait de présenter des faits de la vie en vertu des faits qui ont été déterminés par la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens désignés comme tels, les protecteurs de la loi, seront chargés d'écrire les lois, et plus du tout des gens élus par le peuple, par exemple. Et qu'ensuite, les États devront appliquer les lois écrites. On retrouve cette idée de gens qui ne sont élus par personne et qui dictent les lois à tout le monde dans la haute autorité de la CECA, la Communauté économique du charbon et l'acier, dans ses articles 9 et 14. On retrouve la même idée dans le traité de l'Union européenne, article 17, sur la Commission européenne. C'est la même idée. Je vous lirai tout à l'heure l'article 17, une partie de l'article 17 du traité sur l'Union européenne. L'idée d'un groupe de juristes, d'un groupe de personnes qui décident des lois pour tout le monde et qui les font appliquer. Cette idée que l'on trouve dans le discours de la conquête, finalement traverse et structure toute la construction européenne. Voici ce que Walter Hallstein écrit dans un livre intitulé « La communauté européenne », donc à la fin de son mandat de président de la Commission. Chaque action commence avec la Commission. La Commission est l'élément le plus original de l'organisation de la communauté et qui n'a aucun précédent direct dans l'histoire. Sa fonction est de représenter la communauté à l'intérieur et à l'extérieur. La Commission est indépendante des gouvernements des États membres. La Commission possède le monopole de l'initiative législative. Il l'écrit lui-même. Et on retrouve ça aujourd'hui dans l'article 17. Je ne sais pas si vous connaissez le traité de Lisbonne. En fait, il se compose de deux traités, le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je vais parler de deux articles. Le premier, c'est donc l'article 17 qui traite des responsabilités et des prérogatives de la Commission. Article 17 du TUE. La Commission, donc, elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution, de gestion. Ça s'appelle le pouvoir exécutif. Quand on exécute le budget et qu'on gère les programmes, c'est qu'on est l'organe exécutif. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. Donc elle possède le monopole
du pouvoir de l'initiative législative. Elle a le pouvoir, elle est l'organe exécutif, elle a le monopole de l'initiative législative. Elle veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union. Donc elle a un droit de regard sur le judiciaire. Ça commence à faire beaucoup. Pouvoir exécutif, législatif, regard sur le judiciaire, ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom de gardienne des traités. Ça s'appelle un dictateur. Elle prend les initiatives de programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels, ce qui signifie qu'elle a la maîtrise du calendrier. C'est normal, elle est le chef. Elle assure la représentation extérieure de l'Union. Et les membres de la Commission sont choisis parmi des personnalités offrant toute garantie d'indépendance vis-à-vis des peuples et des États. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Donc vous avez des gens désignés, non élus, qui doivent être totalement indépendants des États membres, donc des peuples, et qui détiennent tous les pouvoirs. Ça s'appelle un dictateur. Alors évidemment, si la Commission est le dictateur institutionnel de l'Union, dans les faits, les choses sont un peu plus complexes dans la mesure où les personnalités des uns et des autres jouent. Et un chef d'État peut avoir une certaine influence éventuellement. Mais sur le long terme, le chemin est toujours le même. Sur le long terme, même s'il y a des reculs de temps en temps, la voie est tracée vers un ultralibéralisme débridé. Oui, la Commission quand même peut être démise par le Parlement. C'est la seule chose qui la bride. Je voudrais aussi vous parler de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne institue ce qu'on appelle les GOPE, les grandes orientations de politique économique. Chaque année, ça se passe vers le mois d'avril-mai, le Conseil des ministres de l'Union, donc le Conseil, envoie des recommandations à chaque État. Ça fait une petite dizaine de pages. Donc c'est facile à lire, on peut les télécharger sur Internet, c'est un format PDF, très facile à lire, 6 pages, 10 pages maximum. Et par exemple, dans les GOPE 2014, il y avait la loi Macron. Dans les GOPE 2015, 2015, il y avait la loi Macron. Dans les GOPE 2016, il y avait la loi El Khomri. Il y a aussi des choses comme il faut que l'État français réduise ses subventions, ses dotations aux collectivités locales. Ça, c'était dans les GOPE de cette année 2016 et dans celle de 2015. Dans les GOPE 2016, il est écrit qu'il y a trop de PME en France. Ça nuit à la productivité, à la compétitivité, pardon. Les PME en France, c'est le premier pilier stratégique de l'économie française. Et ça remonte aux Gaulois. Ça remonte à 25 siècles. La Gaule était un pays extrêmement performant sur le plan de l'innovation, sur le plan de l'artisanat, l'agriculture. Les Gaulois étaient des gens très très inventifs, qui avaient inventé des tas de vêtements alors que les Romains et les Grecs se promenaient en toge et en sandales. Les Gaulois avaient développé une grande variété de vêtements qui s'adaptaient au corps humain et qui ont d'ailleurs se sont propagés, qui ont été le vêtement de l'Europe. Ils ont inventé plein de choses, c'était un peuple vraiment très innovant, très imaginatif. Et dans cette continuité, les PME, l'artisanat, les petites entreprises innovantes sont un des piliers stratégiques de notre économie nationale, de notre génie économique en quelque sorte. Le deuxième pilier est constitué par un État central fort, stratège, qui imprime des grandes orientations à l'économie. Ce qu'on appelle le colbertisme, qui date de Henri IV. Le colbertisme, c'est le père, on peut dire, spirituel de Colbert, c'est Barthélemy de Lafayette,
qui était le conseiller économique d'Henri IV. Et c'est lui qui a commencé à lancer ces grands travaux, le canal de Briare, le premier canal construit, etc., et plein d'autres choses, les manufactures, la culture du verre à soie dans les Cévennes, plein de choses. Donc on a ces deux piliers stratégiques-là. Le deuxième pilier est en train de nous être volé. Vous avez suivi l'affaire Alstom, vous n'avez peut-être pas suivi ce qui s'est passé dans l'industrie de l'armement, mais GIAT a changé de nom et a été complètement privatisé. Donc la société d'État qui fabriquait les matériels de l'armée de terre a changé de nom, c'est appelé Dexter ou Nexter. Dexter, c'est un feuilleton américain, donc et une fois qu'elle a eu changé de nom, elle a été privatisée, elle a été fusionnée avec KMW, son équivalent allemand, et aujourd'hui elle fait partie d'une holding de droit hollandais. Les constructeurs du char Leclerc, aujourd'hui, font partie d'une holding de droit hollandais. À travers la prise de pouvoir de l'Allemagne sur la société Airbus, c'est notre industrie aéronautique qui est en train de nous être volée. Heureusement qu'il y a Dassault encore, qui lui ne peut pas nous être volé. C'est notre premier pilier stratégique qui est attaqué, enfin notre deuxième, pardon, chronologiquement. Et aujourd'hui, à travers les GOPE 2016, l'Union européenne s'attaque à notre premier pilier stratégique, sur le plan économique, notre réseau et notre tissu de PME. Ces GOPE sont ensuite traduits en français, en loi française, en directive, à travers un document qui s'intitule le Plan national de réforme, que l'on peut télécharger sur le site du Premier ministre. Vous tapez Plan national de réforme 2016 et vous allez là avoir un document de 120 à 150 pages qui reprend les GOPE et qui dit ben voilà les ordres que nous avons reçus et voilà comment nous allons les mettre en œuvre. Et à la fin de ce document, dans l'annexe 4, il y a la boucle de rétroaction. Voilà les directives qui nous ont été données, voilà leur mise en œuvre et voilà où nous en sommes dans la mise en œuvre et voilà ce qu'il nous reste à faire. C'est-à-dire c'est vraiment la boucle de pilotage. Ça s'appelle un asservissement, ça, en langage technique et scientifique. Une boucle de rétroaction. Ça s'appelle un asservissement. Donc voilà comment ça fonctionne. Je vous conseille de télécharger les GOPE quand même, de les lire. Tout Français devrait lire ça. Ça sort au mois d'avril-mai. Alors, à partir du moment où la politique est décidée ailleurs qu'en France, que reste-t-il aux hommes politiques en France? Du théâtre. Ils font du théâtre. Mais c'est difficile, parce que ça a ses limites. Quand, en 1983, François Mitterrand, élu par les classes ouvrières, trahit la classe ouvrière, quand il opère ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur, qui est la rigueur pour les pauvres, hein, pas pour les milliardaires, quand il opère cette trahison-là, il faut bien faire passer la pilule. La loi Delors de désindexation des salaires de l'inflation a produit, 30 ans plus tard, le fait que 200 milliards chaque année passent de la poche des salariés à la poche des détenteurs de capital. Aujourd'hui, vous prenez dans n'importe quel métier, quasiment, sauf députés européens ou des choses comme ça, et dans n'importe quel métier, le salaire d'embauche est 2 fois inférieur à ce qu'il était quand moi, je suis entré dans la vie active, à la sortie de l'école de l'air, qui était une école d'ingénieur. Dans tous les métiers, vous prenez infirmier, infirmière, instituteur, ingénieur, les salaires d'embauche ont été divisés par 2 en l'espace de 30 ans, 40 ans. Alors quand Mitterrand a fait cette bascule, il a fallu maintenir le clivage gauche-droite. Et pour maintenir le clivage gauche-droite, on est passé des questions sociales aux questions de société. Fini la lutte des classes, ça n'existe plus. Le clivage gauche-droite, dorénavant, se dessinera sur les questions de société, en particulier la question du racisme. En 84, début 84, l'année suivante, Le Pen est invité pour la première fois à une émission de télévision, l'émission de Henri de Virieu. Et quelques mois plus tard, SOS Racisme est créé dans les cercles du Parti socialiste.
Et voilà les nouveaux gladiateurs qui vont s'affronter au centre de l'arène. La droite, c'est les racistes. La gauche, c'est les antiracistes. Plus question de lutte des classes. Voici ce que Jean-Pierre Le Goff écrit. C'est un philosophe intellectuel de gauche. Ce changement, donc le passage des questions sociales aux questions de société, ce changement s'est accompagné d'une relecture de notre propre histoire qui a renversé la perspective. Au roman national épique du gaullisme et du communisme de l'après-guerre a succédé une fixation sur les pages sombres de notre histoire, tout particulièrement celle de Vichy, de la collaboration et du colonialisme. Cet effondrement du roman national s'est accompagné de la dissolution de la nation dans le monde au nom de l'universalisme des droits de l'homme. Loin de lutter efficacement contre ceux qu'il combat, ce nouvel antiracisme a produit des effets inverses en exacerbant les sentiments collectifs de crise identitaire et en suscitant une réaction une xénophobie de défense. C'est catastrophique. Et pour faire passer tout ça, eh bien, on a eu recours à une novlangue de façon à ce que les Français perdent leurs repères petit à petit. Alors au début, on ne l'a pas trop vu venir. Mais maintenant, ça commence à se voir très fortement. La novlangue, vous connaissez le concept, j'imagine, c'est George Orwell qui l'a développé dans son roman 1984. La novlangue a 3 fonctions. La première fonction, c'est de décrire en des termes positifs une action négative. Dans les années 80, quand les plans de licenciement ont commencé dans la sidérurgie, on parlait dans les médias de plans de licenciement accompagnés d'un plan social. C'est-à-dire qu'on allait licencier les gens, mais on allait les aider à se reconvertir, en faisant des stages, etc. Donc plan de licenciement accompagné d'un plan social. Dans le courant des années 90, plan de licenciement a disparu du vocabulaire, on n'a plus parlé que de plan social. Donc le mot social a été retourné à 180 degrés, comme une crêpe. Un plan social est un plan antisocial. Ça, c'est la première fonction de la novlangue. Et vous prenez le mot réforme, c'est pareil. Ce qu'on nous présente comme des réformes, la France n'est pas réformable, évidemment. Ce sont des contre-réformes, qui sont à rebours de l'histoire de long terme de l'humanité, qui va vers une augmentation de l'espérance de vie, vers une augmentation de la qualité de vie, du confort. Ça, c'est la tendance historique de long terme de l'humanité. Depuis 30 ans, on fait le contraire. Ce ne sont pas des réformes, ce sont des contre-réformes. Et il est normal que les Français soient irréformables. Donc, et vous pouvez prendre plusieurs mots privilèges. Enfin, amusez-vous. Vous avez plein de mots comme ça qui ont été retournés. La deuxième fonction de la novlangue est de dire l'indicible, en déshumanisant le vocabulaire. Et là, on retrouve un parallélisme avec la novlangue du Troisième Reich qu'a décrite Victor Klemperer, un philosophe juif allemand, marié avec une Aryenne, donc il n'a pas été déporté. En revanche, il a perdu son poste, et pendant toute la montée du nazisme, il a écrit, il a analysé la façon dont l'État nazi, dont le système, transformait la langue, la sémantique, la syntaxe, etc., pour dire l'indicible, pour déshumaniser le vocabulaire. On ne dit plus clochard, aujourd'hui on dit SDF. SDF, ça fait penser à SNCF, à EDF, c'est un sigle. Ça renvoie naturellement à des courbes, à des statistiques, à des chiffres. Ça s'adresse à l'hémisphère gauche du cerveau, pardon. L'hémisphère analytique, temporel, discursif. Si vous dites clochard, ça vous renvoie l'image d'un être humain avec un petit carton à la main qui dit SVP pour manger merci. Ça s'adresse à l'hémisphère droit du cerveau, l'hémisphère atemporel, systémique, sensible. Et donc en déshumanisant la langue, on accepte
on accepte des choses dégueulasses. Quand un pays comme la France double son PIB tous les 15 ou 20 ans, et que dans le même temps la pauvreté explose, que le nombre de mendiants explose, on a affaire à une société barbare. Et la novlangue a justement pour but de nous empêcher de le dire, de nous empêcher de le penser. La troisième fonction de la novlangue, c'est d'instaurer un carcan sémantique, de dire les mots qui ont le droit d'être dits et d'interdire ceux qui n'ont pas le droit d'être dits. Les linguistes vous diront qu'on ne fabrique pas des mots, on n'invente pas des mots pour dire les idées que l'on a en tête, mais on construit des idées à partir des mots dont on dispose. Et donc si vous maîtrisez la sémantique, vous maîtrisez ce qu'il est possible de penser. Et deux précautions valant mieux qu'une, il y a des choses qui sont absolument interdites de penser, et pour ça, il y a le gardien qui est là et qui s'appelle le Front National, le mauvais messager. L'idée est simple. Pour discréditer une idée, on fait porter cette idée par un messager répulsif, et en associant le messager et l'idée devient répulsive. Quand le peuple grec, en 2009, a commencé à manifester une volonté de sortir de la zone euro, immédiatement on a vu éclore, monter en puissance un parti politique jusque-là groupusculaire, Aube Dorée, qui a dit deux choses. Premièrement, nous sommes néo-nazis, et deuxièmement, nous voulons sortir de l'euro. Donc là, les médias se sont emparés, la machine médiatique s'est mise en marche. Si vous voulez sortir de l'euro, c'est que vous êtes néo-nazi. Simple mais efficace. Dans la société française, le Front National a cette fonction-là depuis 30 ans. Mettre des grosses balises rouges sur les choses qui sont absolument interdites de penser. Deux précautions valant mieux qu'une. Alors évidemment, il va bien falloir se sortir de tout ça. Il y a des éléments d'espoir quand même. Il y a des raisons d'espérer. La première raison d'espérer, c'est que tout n'est pas encore détruit et que nos infrastructures sont bonnes, que la France est une très grande biodiversité, je l'ai dit, et donc finalement, nous n'avons besoin de personne pour nous en sortir. Ça, c'est la première raison d'espérer. Si nous le décidons, nous pouvons nous en sortir tout seuls. Nous avons tout ce qu'il faut en France pour nous en sortir. Nous avons des écosystèmes variés. Nous pouvons nourrir la population française entièrement en biologique, d'autant que les techniques progressent dans ce domaine. L'agriculture biologique, c'est l'agriculture de la connaissance, celle qui est développée dans les facultés d'écologie, de biologie. Nous avons tout pour le faire. Nous avons un réseau de grandes écoles, un tissu de grandes écoles performantes qui forment des ingénieurs brillants de qualité. Nous avons un tissu de PME qui n'est pas encore détruit. L'artisanat, il y a tout. La France possède tout pour s'en sortir elle-même. Donc ça, c'est une première raison d'espérer. Il y en a une deuxième, c'est que le peuple français, à chaque fois que la France a menacé de disparaître, le peuple français s'est réveillé, s'est toujours réveillé. Comme par un réflexe immunitaire, par un réflexe biologique. Et si vous êtes là aujourd'hui, ce soir, eh bien c'est justement parce que vous faites partie de ces anticorps que la France, en tant qu'organisme biologique, met en place des initiatives de débat citoyen, des initiatives d'universités populaires, il y en a plein, partout en France, et elles se multiplient. Des initiatives pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, pareil, il y a plein d'associations, de groupes qui se montent et qui se constituent. Donc ça, on sent que les défenses immunitaires de la France sont en train de réagir et de se mettre en marche. Donc ça, c'est une raison d'espérer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est marrant parce que les anticorps, le système immunitaire fabrique les anticorps dont il a besoin. On a vu il y a quelques années
quelques mouvements, plusieurs, pas très nombreux, mais des mouvements, soit des mouvements politiques, soit des associations ou des mouvements d'idées, prônaient la sortie de l'Union européenne, donc de la dictature, vous l'avez compris, la sortie de l'OTAN, qui est une organisation criminelle, et la sortie de l'euro. Mais bon, il y a dans ces organisations, parfois il y a des chefs un peu égotiques qui ne veulent pas s'entendre avec les autres et qui disent bah, ils n'ont qu'à venir sous ma houlette, quoi. Et là, aujourd'hui, depuis environ un an et demi, on voit apparaître un autre type d'association, un autre type d'anticorps qui essayent de réunir, de mettre en lien tous ces groupes qui se sont créés de premier niveau. C'est le deuxième niveau d'anticorps. Il faut essayer de créer la masse critique, de faire du lien, de me faire rencontrer ces gens pour être les plus nombreux, parce que nous sommes les plus nombreux. Il faut simplement que nous soyons représentés. Donc c'est une deuxième raison d'espérer. La troisième raison d'espérer... mince, j'ai oublié. C'est pas grave. Je voulais dire quelque chose, ça m'est sorti de la tête. Il y a des combats à mener. S'il y a des raisons d'espérer, il y a aussi des combats à mener. Je vous ai parlé de la novlangue. À mon sens, le premier combat à mener, c'est le combat pour la langue française. C'est la mère des batailles. Si on gagne ce combat, la France sera sauvée. Parce que tout le reste en découlera. Toute la pelote qu'ils ont tricotée depuis 30 ans va s'effondrer. La langue française est une langue élégante. Quand vous parlez à des étrangers, les mots qui reviennent souvent quand ils parlent du français, de la langue française et même de l'esprit français, c'est l'élégance. La novlangue, c'est l'expression d'une vulgarité crasse, d'une bêtise. Et donc le combat pour la langue française, c'est le combat de l'élégance contre la vulgarité. C'est le premier combat à mener. Débusquer les mots dont on a retourné le sens. N'hésitez pas à mettre des mots sur des concepts, des mots justes. Selon la formule de Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Il faut remettre ça au cœur de notre langage. Cesser d'être impressionné par le politiquement correct. Le politiquement correct, il y a quelques siècles, on appelait ça l'ordre moral. C'était la Sainte Inquisition qui était chargée de le faire respecter. Aujourd'hui, la Sainte Inquisition, c'est la classe médiatique et politicienne. C'est ce que j'appelle la Sainte Inquisition médiatico-politicienne dans mon livre. Les sorcières étaient brûlées au bûcher. Aujourd'hui, ce sont les complotistes qui sont voués aux gémonies. Tous les gens qui vont chercher sur Internet, qui ne croient plus ce que dit la Sainte Inquisition médiatico-politicienne et qui vont chercher leurs informations ailleurs, sont des complotistes. Ce sont les nouvelles sorcières. Et d'ailleurs, dans le livre d'Emmanuel Todd et Hervé Lebras, L'invention de la France, ils notent que les endroits, les régions de France où il y a eu le plus de procès en sorcellerie et le plus de bûchers correspondent aux régions de France où le taux d'alphabétisation des femmes était le plus élevé. Les femmes qui lisent sont dangereuses. C'est bien connu. Et ouais. Donc le fait qu'aujourd'hui, la Sainte Inquisition médiatico-politicienne vitupère contre la blogosphère, Internet et complotisme, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est plutôt un indicateur positif. Donc le premier combat, c'est la mère des batailles, le combat pour la novlangue, pour renverser la novlangue et remettre la langue française belle et au centre. Oui, la troisième raison d'espérer, elle me revient. De plus en plus de Français ne croient plus dans les partis politiques. Donc il y a un rejet des partis politiques qui est une excellente nouvelle en soi. Et ensuite, une fois que... Alors il va falloir évidemment que ça se fasse, mais je pense que ça se fera. Je ne sais pas si ce sera endogène ou exogène, si le changement nous sera imposé de l'extérieur par une explosion de la zone euro ou de l'Union européenne par exemple, ou tout simplement par un effondrement du système américain, qui est en cours, hein. Donc du système atlantiste.
ou s'il viendra de nous, mais de toute façon, ça se fera. Et il faudra, pour sauver la France, pour se relever, il faudra revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire un État fort, centralisé, jacobin, supprimer les régions, le régionalisme, j'en ai pas parlé, mais j'en parle dans le bouquin, le régionalisme est la deuxième mâchoire de l'étau. Il s'agit de supprimer les nations européennes, les États-nations. Donc il y a la mâchoire du haut par l'Union européenne qui impose ses lois de l'extérieur aux différents États-nations, et la mâchoire du bas qui est la déstructuration de la société française par la régionalisation. On réintroduit de nouveaux chauvinismes régionalistes pour détruire l'universalisme propre à la nation française. C'est d'ailleurs la même stratégie qu'avait adoptée Rome à l'égard de la Gaule. Exactement la même stratégie. On avait donc la mâchoire du haut, imposition d'une langue, d'une culture et des institutions par le haut, et mâchoire du bas, segmentation de la société. Donc Rome l'avait fait à sa manière en accordant différents statuts aux différentes régions, et prélèvement de l'impôt. Aujourd'hui, l'impôt est prélevé grâce au mécanisme de la dette. 52 milliards d'euros chaque année sont consacrés au remboursement des intérêts de la dette. Pas de la dette, des intérêts de la dette. La dette a pour fonction de générer des intérêts qui tombent tous les ans. Et donc, par ce mécanisme-là, les banques anglo-saxonnes en particulier, mais il y en a aussi des françaises, enfin, l'oligarchie financière mondialisée prélève l'impôt sur les peuples, en particulier sur le peuple français. 52 milliards, c'est l'équivalent de l'impôt sur le revenu. Donc il faudra revenir, il faudra donc sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN, remettre en place un État fort. Il faudra une nouvelle constitution, à l'évidence. Mon opinion est que cette constitution devra s'inspirer fortement de celle de la Ve République, mais en la toilettant et en y mettant des barrières. Et il faudra redéfinir une politique de la France, puisque la France est sortie de l'histoire. Il va falloir qu'elle revienne dans l'histoire, c'est-à-dire qu'elle soit digne d'elle-même et digne de ce que les peuples du monde attendent et espèrent de la France. Les peuples du monde n'espèrent pas, n'attendent pas que la France soit la première puissance militaire du monde, ni les Français d'ailleurs. Sur le plan militaire, la France a vocation à assurer sa défense et sa sécurité. Sur le plan économique, la France a vocation à être autosuffisante le plus possible et à échanger avec les autres, mais de manière équilibrée. Il va falloir revoir les échanges commerciaux. Pour l'instant, l'OMC fonctionne sur des règles ultralibérales. Il va falloir repenser tout ça une fois que le capitalisme va s'effondrer. Il va falloir repenser tout ça et fonctionner non plus, fonctionner sur une base d'équilibre. Ce n'est pas le commerce qui crée la paix, contrairement à la doxa ultralibérale, c'est l'équilibre. Il y a eu la paix pendant la guerre froide parce qu'il y avait un équilibre de la terreur. Bon, ce n'est pas le meilleur équilibre qu'on puisse trouver, mais c'est un équilibre. Et si vous prenez dans tous les phénomènes physiques, quand vous avez une grosse différence de potentiel entre électrique, entre les nuages, l'atmosphère et le sol, ça crée des éclairs. Quand vous avez une grosse différence de pression atmosphérique entre la Méditerranée et le Lyonnais, ça crée le Mistral. Quand vous avez une grosse différence de salinité entre deux organes de votre corps séparés par une paroi osmotique, ça crée des transferts d'eau, etc., etc. Ce sont les déséquilibres qui créent la violence, qui créent les transferts, qui créent les flux. Et les équilibres créent la paix. Donc c'est ça, il va falloir travailler à ça. Et donc, je disais, la France n'a pas vocation à être la première puissance militaire du monde, elle n'a pas vocation à être la première puissance économique du monde. En revanche, elle a vocation à porter sa voix dans le monde. Et ce que les autres attendent de nous, c'est notre voix. Notre voix avec notre belle langue. La France a vocation à dire au monde la liberté des hommes, la liberté des peuples, l'émancipation des peuples, la souveraineté des peuples. C'est ça la vocation de la France dans le monde. Et quand nous aurons recouvré notre souveraineté populaire, que nous pourrons de nouveau
parler au nom de la France, alors